Merci d'être avec nous pour cette nouvelle table ronde. Belle affluence, donc c'est un thème qui très certainement vous concerne et vous intéresse au premier plan, puisque sur Expo Protection, eh bien, voilà, on est très préoccupé de tout ce qui est sécurité, sûreté. On va évoquer les métiers de demain concernant ce secteur en compagnie de 3 participants et de 2 grands témoins. Alors, les participants, alors Guillaume Vassaux-Houlière, au milieu, bonjour. Vous êtes Chief Information Security Officer chez Quant, responsable donc des services sécurité, et vous êtes également fondateur de la startup Yes We Hack. Vous allez nous parler de cette startup et notamment de tout ce qu'elle a mis en place dans quelques instants. Bilal Benbouzid, bonjour. Bonjour, donc vous êtes chercheur et conférencier et notamment vous enquêtez sur tout ce qui est, vous travaillez sur tout ce qui est police prédictive, tout ce qui est la sécurité prédictive de l'entreprise. On évoquera ces différents thèmes avec vous. Et puis Lucas Lebel, bonjour. Vous avez cofondé, en fait, vous êtes parmi l'équipe dirigeante aujourd'hui de Cerber.com, une des 12 startups que vous pouvez voir sur le hub à côté. Et on va parler de votre solution qui, ma foi, est une solution presque d'avenir. Elle est d'aujourd'hui, mais elle va se développer demain. Et pour nos 2 grands témoins du jour, bonjour Guillaume Robert, donc vous êtes de la société Orkim, qui est une filiale du groupe Air Liquide. Vous allez nous en dire un petit peu plus en entrée de jeu. Et puis Christophe Ramu, vous êtes directeur de la sécurité, de la santé et de la sûreté pour la division ITER, un projet mondial aujourd'hui qui est centré à Aix-en-Provence, c'est ça ? Et qui se développe sur plusieurs pays. On vous donne la parole, parlez-nous un petit peu de vos deux métiers, comme ça on saura comment vous allez intervenir sur cette table ronde. Tout d'abord vous. Alors moi, je travaille dans une société qui prend en charge des patients à domicile, à peu près 160 000 patients en France. Nous prenons en charge des patients après leur hospitalisation en général, qui sont des patients alités ou non, ou ayant un handicap, des insuffisants respiratoires, des patients nécessitant une assistance nutritionnelle ou de la perfusion. Voilà. Ok, service à la personne. Service à la personne à domicile. À domicile, très bien. Et vous donc bonjour, oui. J'assure la responsabilité de la santé, sécurité et sûreté effectivement du projet ITER. Projet ITER, c'est un projet qui réunit 7 partenaires. Le partenaire d'accueil étant l'Europe. Vous avez la Chine, l'Inde, la Corée, les États-Unis, le Japon et la Russie. C'est un projet où on a encore une dizaine d'années de construction oui. Et où les problématiques de santé, sécurité et sûreté sont très prégnantes aujourd'hui puisque on doit à la fois sécuriser un site et on doit également prévoir quel sera le niveau de sécurité que l'on va attendre dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Donc on doit se projeter bien en amont aujourd'hui de ce que l'on va vouloir demain en créant une feuille de route qui soit la plus cohérente avec les problématiques du jour, mais aussi les problématiques de demain. Très bien. Donc ça va être passionnant parce que du coup, vous aurez de bons retours d'expérience à nous proposer. On va commencer avec vous, Guillaume Vassaux-Houlière. Donc, vous avez fondé cette start-up Yes We Hack pour réhabiliter un petit peu l'image du hacker. Vous travaillez beaucoup là-dessus. Réhabiliter cette image du hacker qu'on envisage toujours comme une personne avec des intentions un peu malveillantes. Et vous dites, tiens, il y a une nouvelle façon d'envisager, d'encourager ces experts en informatique, ces grands geeks qui aiment le challenge et tout d'un coup qu'on peut incorporer dans des process plutôt positifs. Parlez-nous de votre démarche. Alors, exactement, nous en fait on a une démarche de par en fait mon histoire, je suis aussi le président en fait de la Nuit du Hack. Nous on rassemble plus de 2000 hackers en fait depuis plus de 15 ans. Donc c'est vrai qu'on est parti sur un constat qu'on a besoin de profils atypiques pour pouvoir sécuriser nos entreprises. Et ces profils atypiques-là, en fait, ils peuvent aider les entreprises. Alors comment on va faire ? En fait, nous, on est parti sur le premier constat, c'est qu'on manque de plateformes dédiées de recrutement. Donc Yes We Hack a été à la base une plateforme de recrutement dédiée au métier de la sécurité informatique, notamment pour tout ce qui est tests d'intrusion, etc. Et après, on est parti sur un constat, comment les challenger, comment aider les entreprises. Et en fait, on a monté une plateforme qui s'appelle Bounty Factory. Voilà, c'est le principe du bug bounty. Donc, vous pouvez voir dans la presse des grands noms comme Facebook, Google, Twitter, qui ont ces programmes-là depuis déjà quelques années. Le but, en fait, c'est d'inciter les chercheurs
à trouver des vulnérabilités sur des périmètres qu'ils ont définis, en fait, et de les rémunérer à la prime. Donc vous payez au résultat, en fait. Donc c'est assez intéressant puisque ça permet en fait de cadrer en fait ces hackers éthiques dans un périmètre que vous aurez défini à l'avance, et c'est très efficace. C'est comme un challenge finalement lancé par une entreprise. J'ai l'installation d'un nouveau système informatique, je veux tester les vulnérabilités, je mets en face 15-20 hackers avec probablement des clauses de confidentialité. Comment ça se passe concrètement? Alors après, Oui. il y a soit on s'expose à tous, donc c'est ouvert à tout le monde, hein. Donc derrière, il faut savoir on a quand même lancé celui d'Orange notamment, on a celui d'OVH pour ceux qui connaissent un petit peu mieux. Donc soit vous ouvrez à tous votre système d'information, vos règles en fait, puisque ce sont des règles, soit vous allez prendre, puisqu'il y a toute une gamification autour de ça, puisqu'ils vont gagner des points, ils vont perdre des points, ils vont gagner des points aussi sur la qualité du rapport qu'ils ont remonté à la société, et tout ça, ça va leur permettre d'accéder à des programmes qui sont en fait privés, sur des scopes très restreints, qui payent 3 fois plus. Il faut savoir que les plus grosses primes sont aux alentours pour une vulnérabilité, donc tout ça, vous le calculez en fonction de votre gestion de risque derrière, de l'impact sur vos données, sur la vie privée de vos utilisateurs, etc. Il faut savoir que les primes peuvent aller jusqu'à 20 ou 30 000 euros la prime. 20 ou 30 000 euros pour trouver une vulnérabilité dans un système informatique. Donc c'est vrai que ça peut motiver les hackers qui du coup sont dans un cycle tout à fait vertueux et bienveillant par rapport à l'entreprise. Et c'est le jeu en vaut la chandelle, quoi, on peut dire. Ah oui, puis nos clients sont clairement très contents, parce que derrière, vous gérez une communauté. Donc il y a vraiment ce côté opérationnel qui est important pour les équipes techniques, parce que derrière, vous avez vraiment un échange avec quelqu'un qui a des compétences. Et ces compétences-là, au lieu de les internaliser, au final, vous allez avoir dans la durée tout le temps un audit, en fait. Et ça, c'est vraiment la force, notamment sur sa gestion de risque. Et on peut le voir que nous, on est aussi partenaire avec des assurances en cyber, et on arrive à faire diminuer le coût d'une assurance cyber de 20% à l'année, sachant que c'est indexé sur le chiffre d'affaires. Je vous laisse imaginer que pour des groupes, des très gros groupes, ce que ça représente. D'accord. Et c'est une démarche, donc vous vous dites, ça fait 15 ans que vous faites la nuit du hack. C'est une démarche qui, dans les entreprises, se développe depuis combien de temps ? Cette confrontation avec des hackers, soit en système ouvert, soit avec un petit pool de hackers. Alors là, on est vraiment, c'est l'émergence, hein, clairement, puisque nous, on est la première plateforme en Europe, hein, donc ça existe depuis quelques années aux États-Unis, ce genre de plateforme. Il faut savoir que maintenant, on appelle ça aussi, il y a tout ce qui est Red Team, enfin, c'est des sujets un peu plus spécifiques. Donc on a vraiment besoin de créer ces profils atypiques. En fait, c'est là l'humain, on a vraiment besoin de l'humain. Ce n'est pas une solution qui va régler ces problématiques-là, puisqu'on a besoin d'artisans, en fait. Et ces artisans-là, en fait, on voit qu'ils sont sur le devant de la scène depuis quelques années, alors qu'avant, on essayait de les combattre et de les enfermer dans leur entre guillemets cocon. Et c'est vrai que maintenant, ça a une vraie valeur. Il faut savoir que nous, en cybersécurité, on est quand même, le RSSI fait partie des 3 plus beaux postes en termes de rémunération, en termes d'écoute auprès des équipes dirigeantes sur 2016. Donc c'est que vraiment, il y a quelque chose qui est pris en considération maintenant. Et moi, je viens de ce milieu-là, et je suis très content de faire partie de l'aventure en tant que RSSI de compte, par exemple. Est-ce que, puisqu'on évoque là les métiers de demain, est-ce que ce principe, la plateforme que vous avez mise en place, donc c'est Bounty Factory, hein, est-ce que cette plateforme est amenée à se développer? Il y en aura peut-être d'autres. Est-ce que ça peut être un métier de demain, ce coordinateur justement entre les communautés de hackers, de geeks, d'indépendants, de freelance et les grandes entreprises, les grands comptes, ce métier de coordination, de lien? Alors, il faut savoir que typiquement, on va prendre un cas concret qui est OVH, qui est quand même une très belle entreprise française, hein. Magnifique. Et on a créé un nouveau poste. Numéro 1 européen, numéro 3 mondial de mémoire. Numéro 1 en Europe, ils sont peut-être 3 mondial. Hein. Mondial, là, une belle levée par Octave Klaba, magnifique belle réussite. Entreprise. Et du coup, on a créé un nouveau titre, en fait, directeur de Bug Bounty. Donc il y a chez OVH un directeur du Bug Bounty qui s'occupe de gérer en fait la communauté derrière via notre plateforme, et tout ça parce que après en fait vous allez impliquer des gens, vous allez avoir des gens qui vont s'impliquer pour votre image de marque, et ça c'est important.
Bien vu, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous développez cette communauté qui va être active en fait en permanence et qui va tester les vulnérabilités au fil du développement informatique, puisqu'au VH, donc c'est des hébergeurs, ils ont énormément de serveurs, ils sont tout le temps confrontés à des hackers. On l'a vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, ils ont été hackés par des caméras, alors là c'était autre chose. Est-ce que vous pouvez nous dire... Non, Alors, je peux pas trop Ouais, en parler, mais sait- bon, ouais. là oui, là ça fait la presse parce que c'est une des plus grosses attaques et notamment sur de l'objet connecté. Donc là, c'est des caméras. Bah oui. Donc les caméras sont de plus en plus intelligentes. Donc c'est un système informatique. Donc voilà, en gros, un malware qui permet de faire une attaque de masse via des milliers de caméras. Et le problème, c'est que derrière, c'est des petites entreprises, c'est des particuliers, c'est des sociétés qui n'ont pas pensé que en fait, ce système-là pouvait attaquer d'autres sociétés beaucoup plus importantes. Bah, une caméra qui est dédiée à la surveillance et la sécurité, on ne va pas imaginer que c'est elle qui va nous hacker, que la malveillance va venir de là. Là, on commence avec les caméras, mais demain, ça sera votre voiture. Pendant que vous allez rouler, elle va attaquer un hébergeur ou qui vous voulez. Voilà. Enfin, je veux dire, ça pourra être intéressant, une voiture, notamment sur un système de rebond. Quelqu'un prendra le contrôle de la voiture pour rebondir, créer des attaques, et en fait, c'est un système de rebond qui est mobile. Donc, c'est assez intéressant. Le futur nous le dira. Mais typiquement, nous, le système qu'on a mis en place avec Bounty Factory, on va le déployer sur des objets connectés, on va le déployer sur des voitures. Parce que là, on est en discussion avec des constructeurs pour justement mettre des pools de hackers, de chercheurs éthiques sur ce genre de problématiques. Et on a un beau métier, c'est que derrière, on y a de quoi faire. Et on s'amuse bien. Excellent. Un challenge. Je me tourne vers vous. Est-ce que au sein du projet ITER, est-ce que vous vous intéressez de très près à la sécurité informatique, ou vous êtes encore dans la partie, je dirais, construction, gros œuvre du programme, ou est-ce que la dimension cybersécurité est déjà en place? Alors c'est quelque chose qui ne tombe pas directement dans mon escarcelle, mais avec qui on a des relations très étroites forcément. À la fois sur l'informatique traditionnelle, où on a besoin d'échanger, et quand on a besoin d'échanger, on a besoin d'échanger avec l'ensemble des partenaires. Donc on a une dynamique d'échange qui est de l'ouverture, et à l'opposé, on doit la maîtriser et on doit canaliser les flux d'informations du jour, qui sont des flux aujourd'hui administratifs. Mais demain, on se pose déjà la question, puisqu'on va commander une machine, et donc on va avoir des circuits de contrôle-commande. L'isolation, c'est bien, mais l'isolation, les partenaires voudront du feedback. Donc forcément, aujourd'hui, l'isolation, c'est une des solutions, mais ce n'est pas une solution totale, puisqu'elle ne permettra pas de répondre à certaines problématiques du projet. Donc effectivement, avoir un œil extérieur qui vienne se plonger sur les méthodes, les moyens et ce qu'on a mis en place pour le challenger, c'est quelque chose de très intéressant, puisque ça amène un œil neuf. Et on sait que dans nos métiers de la sécurité, c'est un peu le problème des visions monoculture. Hein. C'est-à-dire que si on amène une méthode de résolution d'un problème qui soit interne et purement interne à l'entreprise, on a un même mode de résolution. Si on fait appel à des structures externes, on peut avoir un regard nouveau et qui peut être un facteur très très intéressant pour améliorer notre sécurité. D'accord, donc une idée à suivre. On va revenir après un petit peu là-dessus. Bilal Benbouzid, alors dans les études que vous avez pu faire, là on est sur, on va dire, un métier un peu neuf, une perception un peu neuve. Qu'est-ce que dans vos études, par exemple, par rapport à la sécurité prédictive de l'entreprise, qu'est-ce que vous avez pu observer les derniers temps qui vous a paru intéressant pour la sécurité des entreprises? Alors, peut-être 2 mots pour savoir de quoi on va parler, parce que vous pouvez mettre le slide. Donc la police prédictive, c'est la montée en puissance de l'usage des algorithmes pour prédire le crime. Je suis persuadé que vous avez déjà entendu parler de ça dans la presse, parce que pour la première fois, on voit des outils, des technologies policières qui sont au JT de 20 heures. Et donc ça, c'est une entreprise américaine sur laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Predpol, et qui vous propose sur un dashboard une information aux patrouilleurs, aux policiers qui patrouillent dans une ville, là, je ne sais plus quelle ville il s'agit, Atlanta, je crois. Atlanta, ouais. Voilà. Et en fait, ce petit carré rouge prédit l'occurrence d'un cambriolage
ou d'un vol de voiture, ou d'un vol dans une voiture, ou encore des violences entre gangs. Donc depuis quelques années, il y a l'usage d'algorithmes prédictifs pour organiser les patrouilles de police. Donc je travaille sur ça depuis quelques temps, mais en tant que sociologue. Donc ce qui fait que ma position elle est très différente, parce que moi je suis un acteur qui a un but non lucratif, et j'ai même une tradition assez critique, et j'ai même publié contre l'usage de ce type d'outils, parce qu'en fait on est face à la montée en puissance de machines qui orientent l'activité du service public. Alors on parlait de l'entreprise, alors je ne sais pas encore ce qu'il en est de l'entreprise, mais il y a des décisions qui sont des décisions de justice sociale, de service public, de distribution de la protection. On est dans la protection, je trouve ça très intéressant. Donc, que fait aujourd'hui la police ? Elle organise son offre de protection via un algorithme qui optimise les patrouilles de police. Alors, pourquoi on fait ça aux États-Unis ? Pour la simple raison, c'est qu'on a un jour découvert que la police ne servait pas à lutter contre le crime. En 1970, tous les policiers le savent, il y a des études qui sont menées. La police ne sert pas à lutter contre le crime, en fait, elle sert juste à réagir au crime. Donc comment faire de l'acteur de la sécurité un acteur proactif et non plus seulement réactif ? Et on se rend compte que si on les fait patrouiller au hasard dans une ville, ça sert beaucoup moins que si on les fait patrouiller dans des lieux très spécifiques que l'on a détectés grâce à du calcul statistique sur des points chauds. Puis un jour, on découvre dans les années 90 que le crime, s'il a lieu à un endroit, il a beaucoup plus de chances d'avoir lieu à un autre endroit, juste à côté, dans un périmètre de 400 mètres et dans une période d'1 mois. Donc là, on est déjà dans un raisonnement algorithmique qui vous permet de prédire. Et puis avec la montée en puissance du big data, vous avez tous entendu parler de ce mot, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec le big data, soi-disant. On a utilisé les données qui sont déjà en place, on n'a pas modélisé, on a juste demandé à des algorithmes d'apprendre à partir des données pour dégager de l'information intelligente et donc d'orienter ces patrouilles de police. Donc on a affaire à une offre de police qui est optimisée. On n'offre plus la protection de la sécurité de manière égale dans la population, mais on offre le dosage minimum pour assurer une réduction du crime tolérable en fonction des ressources économiques qu'ont les villes américaines. Donc il s'agit, par exemple, le carré rouge, pourquoi les chefs de police s'intéressent à ça ? Le carré rouge vous dira, vous patrouillez dans ce carré rouge, donc vous patrouillez plus au hasard, mais vous patrouillez au hasard dans ce carré rouge, et une information GPS indique en jaune une fois que vous ayez patrouillé une fois, et une fois que vous avez patrouillé 5% de votre temps de patrouilleur, vous en avez assez fait pour l'offre de vigilance quotidienne, parce que le policier, il suffit qu'il soit pas assis dans ces carrés pour faire de la dissuasion. Pardon. Parlez bien de Ouais, je parle plus près du micro. Donc il y a cette offre de dissuasion qui est proposée, et puis le policier peut s'en aller à son travail d'urgentiste. Donc c'est quand même intéressant de se dire que l'offre publique de sécurité, elle est optimisée via des algorithmes, et via aussi une offre en dosage, ce qui fait que tout ça est contrôlé et optimisé. Donc moi, en tant que sociologue, je dis, dans un contexte où il y a une montée en puissance de ces algorithmes intelligents, quelle est la place des analystes, donc des métiers qui existent depuis longtemps, et quelle est la place aujourd'hui d'un débat public sur ce que font ces algorithmes en termes de politique publique, puisqu'ils ont un rôle politique. Donc s'il y a des nouveaux métiers, il y en a un, c'est celui des robots, qui honnêtement remplace aujourd'hui aux États-Unis, d'où je reviens, ce qu'on appelle les crime analysts, c'est-à-dire tous les analystes du crime. En fait, la campagne marketing de Predpol, ça a été de dire les analystes du crime ne servent plus à rien. Pourquoi ? Parce que Predpol, il vend un dashboard, il achète de l'espace virtuel de stockage et virtuel de calcul à Amazon. La police n'a plus besoin d'intranet pour stocker les données. Elle a un algorithme qui, en temps réel, prédit. Elle n'a plus besoin de crime analyst. Elle vend cette information. Donc déjà, l'avenir des métiers, c'est déjà un métier en moins, les crime analysts. C'est vraiment le slogan de Predpol. Alors s'il y a des analystes ici, du monde de la sécurité, vous pouvez vous sentir menacé de la montée en puissance de ces outils. Et le deuxième métier, c'est comment on ouvre la boîte noire de ces machines. Parce que ces machines, elles ont une dimension politique, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle du social retro-engineering. C'est une forme de hacking aussi. C'est-à-dire on prend ces algorithmes, on les démonte et on étudie leur dimension politique, à la fois avec des outils de sociologie, mais aussi avec des outils de data science, où on questionne le sens prédictif qu'elles apportent. Parce que derrière tout ça, il y a du machine learning, c'est de l'apprentissage automatique, et puis je m'arrêterai là. Et il y a une opacité immense. D'abord, il y a l'opacité commerciale.
On ne sait pas comment ça fonctionne parce que les entreprises ne veulent pas ouvrir les algorithmes. Nous, on a pu le faire sur Predpol, on a ouvert l'algorithme parce que l'algorithme était français. Il s'inspire de la sismologie et c'est un professeur de sismologie de Chambéry qui a fait l'algorithme. Donc on a découvert qu'il survendait la prédiction, mais ça c'est un autre débat. Et puis l'autre, c'est l'opacité liée même au machine learning, qui est une technologie statistique et informatique tellement complexe à prendre à partir des données qu'on ne comprend pas ce qu'a fait la machine. On sait juste si elle est plus ou moins efficace, mais on ne sait pas le sens qu'elle a. Donc il y a un enjeu d'augmenter l'intelligibilité des machines pour les mettre en politique. Et ça, c'est un métier qu'on développe en ce moment avec la FIN, notamment la Fondation Internet Nouvelle Génération. Voilà. Et alors du coup, est-ce qu'il y a eu un retour d'efficacité, puisque là on est sur le critère d'évaluation de la performance. Est-ce que sur ces patrouilles à Atlanta, ils ont mis en place, sur 2 ans, est-ce que la criminalité a baissé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat concret en utilisant cette police prédictive? En fait, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a personne pour payer des études d'évaluation. Et ceux qui font l'évaluation, ce sont les entreprises elles-mêmes. Voilà, c'est les commerciaux. C'est un peu le problème des États-Unis d'ailleurs, si je peux me permettre. Voilà. Sur Coca-Cola, c'est les gars de Coca-Cola qui font les études. Non, ça ne change rien. Et voilà. Il y a un problème de gouvernance de ces solutions-là, comment on les discute collectivement. Donc, selon eux, c'est très efficace. Le problème, c'est qu'il est très difficile de savoir si c'est les tactiques qui ont été mises en place qui ont permis de faire baisser le crime ou si c'est d'autres variables. Voilà. Il est très difficile, donc on ne sait pas. Nous, ce que l'on sait en tout cas, c'est que l'algorithme qu'ils ont vendu n'est pas aussi puissant qu'ils le prétendent. Et on a pu le montrer en retestant l'algorithme sur de l'open data des données de la ville de Chicago. Donc voilà, il y a un nouveau métier qui est en jeu, il y a une nouvelle politique publique de la gouvernance des robots qui orientent les politiques de sécurité. Et tout ça, c'est nouveau et ça va être un enjeu fort pour les métiers de demain. Tout à fait. On va en parler tout au long de ce salon. Je pense à une autre table ronde sur laquelle on va évoquer Watson, une solution d'aide à la décision, justement, qui est importante, ou dans lequel on rentre tous les cas qu'on connaît à l'intérieur de la machine, et puis elle analyse tout ça et elle ressort après pour apporter des aides à la décision pour les personnes. C'est un peu le cas que vous venez d'évoquer. On va parler avec vous, Lucas, d'un autre possible métier. On fait un premier tour de table et puis après on va continuer à échanger, on va ouvrir un peu le débat. D'ailleurs, je vous rappelle, vous allez voter avant de vous donner la parole, Lucas. Je fais juste une petite intervention. On va mettre la slide peut-être à l'écran, Luc, si tu veux bien. On va vous faire jouer ou vous faire participer. Sur l'écran, vous allez avoir une question qui est la suivante. Quels sont les principaux risques que vous évaluez pour demain, pour la sécurité? Quels sont les principaux risques? Vous pouvez voter alors, sur le numéro qui s'affiche, qui est le 06 06 88 44 00. Voilà, il s'affiche. Vous, tout simplement, vous envoyez un SMS sur ce numéro et vous pourrez voter sur cette question. Quels sont les principaux risques pour l'entreprise de demain? On vous donne, je crois, une liste, c'est ça? On a la liste qui s'inscrit, voilà. Alors, le piratage des données, vous votez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. On va laisser cette liste à l'écran et comme ça, vous pouvez voter sur le numéro, vous envoyez un numéro. Comment? Pas le numéro? Donc on écrit la réponse. Alors on écrit la réponse, très bien, voilà, pour que ça soit sûr. Vous écrivez la réponse, vous dites tiens, pour moi le prochain c'est le brouillage internet. Hein, et comme ça on verra à la fin de la table ronde votre perception des risques du métier et du risque de la sécurité de demain. Lucas, maintenant je me tourne vers vous. Alors quand on parle de métier de demain, vous, votre activité elle est très fraîche, très récente et pourtant ça va, je pense, vous interpeller pour des chantiers, pour tout ce qui est grandes entreprises déployées dans l'espace. Vous, votre principe, expliquez-le en quelques mots. Cerber qu'on retrouve sur cerber.com, vous sécurisez les lieux par rapport à des possibles intrusions de drones. Exactement. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir sécuriser l'espace aérien proche des sites sensibles. En fait, le projet de l'entreprise, on l'a créé sur une conviction forte que les drones allaient se propager dans l'économie de façon exponentielle. Le temps nous donne raison aujourd'hui parce que, pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez aujourd'hui dans le monde près de 360 000 drones qui sont vendus par mois. C'est colossal et le rythme s'accélère avec le temps. On pense, et les analystes d'ailleurs concourent à dire, que ce n'est qu'une question de 1, 2, peut-être même 3 ans avant que ces drones se comptent par dizaines de millions dans le monde pour des applications commerciales et loisirs. Et la conviction qu'on a derrière ça,
c'est que, bon, bien sûr, il y a des applications bénéfiques de ces drones, mais malheureusement, une telle innovation mise entre les mains d'un public sur lequel on n'a pas forcément de fichiers, d'informations, et même il est difficile de contrôler le trafic aérien, fait que ça va créer des failles sécuritaires. Le micro. Ça va créer des failles sécuritaires. Et donc, le projet de Cerber, c'est d'utiliser des technologies, essentiellement de la reconnaissance d'image et de l'analyse de spectres radiofréquences, pour trouver ce qu'on appelle les traceurs du drone, c'est-à-dire des éléments caractéristiques derrière lesquels on va pouvoir détecter la présence des drones, pour pouvoir alerter des sites sensibles, pour qu'ils puissent entreprendre des actions jugées pertinentes. Alors ça, c'est un vrai métier de demain, hein. En préparant cette table ronde, vous évoquiez qu'en fait, il y a 1 an, vous étiez quasiment la seule entreprise à proposer ce type de service. Aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y avait il y en avait d'autres qui s'étaient montés. Concrètement, on a tous en tête, je pense, vous avez entendu parler de ces drones qui survolaient les centrales nucléaires pendant une semaine. On ne savait pas d'où ils venaient. Concrètement, c'est ça votre quotidien? Alors, en effet, et c'est d'ailleurs énormément relayé dans les médias, quand on pense au risque drone, on pense surtout aux centrales nucléaires ou même aux aéroports avec le risque de collision ou d'emport de charges explosives. Bien sûr, c'est intéressant et d'ailleurs, on se positionne dans certains appels d'offres en France et à l'étranger. Mais en réalité, notre vraie cible, ce sont des sites un petit peu plus petits qui ont des contraintes budgétaires plus importantes, mais qui néanmoins ont malgré tout besoin de se protéger contre le risque drone, contre des risques d'espionnage industriel, contre des risques d'emport de contrebande, par exemple le contrôle aux frontières ou les prisons, qui régulièrement, dans le monde, notamment aux États-Unis et en Angleterre, font face à des livraisons par drone de contrebande, de drogue, de téléphones portables, d'armes même, directement aux cellules des détenus. Tous ces sites-là, ils ont des besoins. Je pourrais élargir encore davantage. On parle des événements, tous ces événements qui vont rassembler beaucoup de participants et qui, face au risque terroriste que connaît notre pays, sont aujourd'hui à risque. Ils ont besoin de solutions et ils ont besoin d'avoir une solution bien sûr fiable, c'est la condition sine qua non, mais ils ont aussi besoin d'avoir une solution abordable. Il faut être pragmatique. Aujourd'hui, il y a bien sûr des groupes industriels, on pense aux groupes aéronautiques qui ont des technologies de détection, qui ont une plus grande expérience du marché parce qu'ils sont là depuis des décennies maintenant, Airbus, Thales et d'autres, qui ont des radars, qui ont ces technologies beaucoup plus onéreuses, mais en réalité, leurs capacités techniques, on les juge aujourd'hui surdimensionnées. Détecter à des kilomètres, c'est au mieux inutile, au pire infaisable, parce que dans un environnement urbain, le radar va rebondir, vous aurez des capacités techniques bridées. Et en plus de ça, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Et là, je suis encore gentil. Parfois, c'est même des millions d'euros. À l'inverse, notre solution, elle a vocation à être déployée sur tous ces sites pour quelques dizaines de milliers d'euros, voire une centaine de milliers d'euros pour des sites industriels d'une taille un petit peu plus conséquente. D'accord, donc site industriel. Vous évoquiez, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, vous évoquiez tout à l'heure ce cas assez incroyable dans les prisons, par exemple. Il est 3 h du matin, on est à la prison des Baumettes, et puis tout d'un coup, il a raconté un peu comment ça se passe. Donc il y a un drone qui passe dans le ciel. Alors effectivement, il y a beaucoup d'informations sur quelques cas qui ont été documentés, notamment au Royaume-Uni, dans une prison dont j'ai oublié le nom, mais simplement en tapant prison Royaume-Uni, livraison drone, vous verrez cette vidéo. Et donc la plupart du temps, ça se passe de nuit. Le drone est camouflé avec un coup de bombe noir pour se dissimuler plus facilement du regard des vigiles de sécurité. Le drone arrive en l'espace, ça se passe en 30-40 secondes. Le drone arrive sur site, transporte un paquet dans lequel on aura découvert par la suite qu'il y avait effectivement des lames, des lames de rasoir, une arme de poing, de la drogue et un téléphone portable et des cartes SIM. Et le paquet est directement livré aux cellules des détenus à travers les barreaux. Et donc on voit les détenus, on voit ça très clairement sur une vidéo YouTube où vous pouvez voir effectivement que le détenu essaie de récupérer ça avec un objet qui s'apparente à un pied de biche pour récupérer le paquet. Et ça, c'est pas un exemple isolé. Il y a eu quelques cas, 2 ou 3 au Royaume-Uni. Il y en a eu plusieurs aux États-Unis. Et si j'élargis un petit peu, c'est des cas de figure qu'on va trouver énormément maintenant aux frontières. Frontières États-Unis-Mexique, c'est leur pain quotidien. Et on interagit avec tous ces interlocuteurs qui ont un besoin de détection, voire même qui ont un besoin de neutralisation dans une certaine mesure, mais qui ont des contraintes budgétaires. Et déployer des radars ou d'autres technologies, caméras laser et autres, c'est impensable. Parce qu'on peut imaginer, d'ailleurs, ça se joue des murs. Finalement, on imaginait que les murs étaient une sécurité intéressante et efficace sur les frontières. On se dit, le mur à la frontière Mexique-États-Unis, si j'ai un drone, il peut faire 30 allers-retours dans la journée. Il a livré 50 kilos de cocaïne à côté, et puis au revoir. Ouais, ça va faire plaisir à Trump, ce que vous dites. Le mur peut être aussi haut que vous le souhaitez. Le drone s'en affranchira. Et effectivement, c'est une réflexion de fond importante qu'on a.
qui consiste à dire qu'on pense que le paradigme de la sécurité a complètement changé. On a pensé les systèmes de sécurité à une époque où les intrusions étaient toutes perpétrées par des individus. On a donc pensé la sécurité sur un plan horizontal, avec des points d'accès contrôlés, avec des vigiles, des portiques, des murs, des barbelés, des caméras de vidéosurveillance pointées vers le sol, alors qu'aujourd'hui, on pense que en fait, ce qui va venir fragiliser ces sites, c'est l'espace aérien proche juste au-dessus. Donc nous, le projet de Cerber, c'est de venir placer une sorte de cloche de protection au-dessus du site pour compléter la sécurité et proposer une sécurité totale et non plus poreuse. Donc on passe d'une sécurité 2D à une sécurité 3D. Christophe Ramu, ça vous interpelle pour votre prochain site. Quand vous parliez, tiens, il faut qu'on imagine d'ores et déjà quelle sera la sécurité dans 10 ans sur les sites. Ça vous parle, ça ? Ça me parle, oui. Après, j'ai deux petites questions. Votre projet permet de lutter contre les drones, mais on sait qu'il y en a deux types. Donc, il y a des radiocommandés, puis il y a des préprogrammés. Donc, est-ce que ce projet-là permet de s'affranchir des problématiques de drones sur ces deux typologies ? Et la deuxième, on parle d'un drone risque, mais aussi on sait que dans les métiers de la sécurité, on a un développement de tout un tas de stratégies liées au drone, justement, qui serviraient non pas à venir prendre l'information, mais à faire de la surveillance. Bien sûr. Et donc, la deuxième question que j'aurais, c'est est-ce que ce que vous développez arriverait à faire une dichotomie aussi entre guillemets, des drones qu'on considérerait comme amis et d'autres qui ne seraient non pas voulus dans la zone? Alors, c'est deux très bonnes questions. C'est deux très bonnes questions, effectivement, et ça exige une réponse assez dense. Sur le premier point que vous avez abordé, effectivement, aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le drone, soit vous le pilotez en radiocommande directement avec une télécommande, comme du radiomodélisme, soit vous allez renseigner des balises GPS pour définir un plan de vol que le drone suivra. Dans le cas de figure où le drone est en pilotage automatique et suit les balises, à ce moment-là, il est intraçable au niveau des radiofréquences. Ce que nous, aujourd'hui, on fait au même titre que la reconnaissance d'image. C'est pour ça que dès le début, dans notre approche, on a designé une solution qui reposait sur différentes technologies pour que dans les cas de figure où une technologie serait mise à défaut ou en difficulté, l'autre puisse prendre le relais. Maintenant, en tout cas, les cas de figure qu'on a observés, les premiers rapports qui ont été publiés, notamment au Royaume-Uni sur la malveillance faite par drone, on a un besoin de précision quand on veut faire un acte malveillant. On a besoin, par exemple, quand on fait de l'espionnage, de pouvoir rediriger le plan de vol, de pouvoir récupérer un flux vidéo pour exploiter cette information. Et dans tous ces cas de figure, alors même que le pilotage pourrait être automatique, on peut récupérer d'autres informations. Le ping GPS, par exemple, qui est envoyé régulièrement depuis le drone, le retour de son flux vidéo, ce genre d'éléments. Maintenant, si je passe à la deuxième partie de la question, vous me demandiez effectivement sur certains sites, demain, on utilisera sans doute des drones amis, entre guillemets, des drones de surveillance. Comment faire la distinction entre ceux-ci et les drones malveillants? Aujourd'hui, on peut déjà le faire via la partie Wi-Fi, parce que la partie Wi-Fi n'étant qu'un protocole de communication sur la radiofréquence, on va pouvoir identifier l'identifiant unique d'un drone, c'est-à-dire concrètement son adresse MAC. L'adresse MAC, par exemple, de votre box, de votre téléphone portable, et avec le drone, c'est la même chose. C'est comme une plaque d'immatriculation. On va pouvoir le récupérer et renseigner notre base d'informations du système en lui disant cet identifiant, lorsqu'il apparaît, ne me notifie pas, je sais qu'il est avec moi, tout va bien. Et à l'inverse, lorsqu'un identifiant se présentera et n'apparaîtra pas dans la liste qu'on aura renseignée au préalable, on saura par exclusion qu'il s'agit bien d'un drone ennemi. Ça, une fois de plus, ça a quelques limites parce que certains drones n'utilisent pas tous le Wi-Fi, etc. On en est conscient. On pense que la législation, et une fois de plus, le temps évolue en notre faveur, la législation évolue très vite et on pense qu'à échéance, j'ai pas une boule de cristal, mais quelques mois, 1 an, 2 ans, des chantiers verront le jour et imposeront de fait d'autres technologies à bord de drones, comme des transpondeurs par exemple. Et à ce moment-là, notre solution se concentrant sur le software et de façon opportuniste intégrant des briques technologiques, on pourra intégrer des récepteurs de transpondeurs pour pouvoir affiner cette détection et faire des distinctions plus précises. Très bien. Oui, parce que de toute façon, il va falloir légiférer forcément à un moment donné. Quand vous évoquiez les chiffres de tout à l'heure, 360 000 par mois, bientôt il y aura plusieurs millions de drones en vol. Il faudra bien sûr légiférer. Est-ce que par exemple, Bilal, les drones sont utilisés, vous, dans la police? Quand vous parliez des exemples, Lucas, à l'instant, je sais que la SNCF maintenant commence à sécuriser, à surveiller ses lignes TGV, par exemple, avec des systèmes de drones. Enfin, c'est déjà des choses qui commencent effectivement en termes de sécurité
sécurité, on l'a vu d'ailleurs sur le salon, il y a des acteurs aussi qui ici proposent de la sécurité par drone. Est-ce que par exemple aux États-Unis on utilise les drones dans la police ? La police américaine, elle a connu une vague de militarisation assez importante. Donc en effet, elle utilise des robots. Alors des drones, je ne sais pas, mais elle a de plus en plus... On a vu lors du... Bien dans le micro, bien dans le micro, voilà, comme ça. Je ne sais plus l'affaire du... Après la violence policière et les émeutes, il y a eu un sniper qui a tiré. Et donc c'est un robot qui est intervenu pour abattre le policier. Donc il y a un usage, en effet, dans la police américaine d'instruments qui viennent de la défense. Mais en tant que sociologue, la militarisation de la police est inquiétant. En tout cas, nous, on pense que c'est quelque chose qui doit inquiéter. Sinon, dans cet esprit d'un usage de technologie, j'aime bien l'idée de cloche, on a quand même un mouvement qui est proche de la police prédictive, qui est l'idée de l'intelligence ambiante, avec tout un ensemble de détecteurs, tout un ensemble de détecteurs dans les gares. Par exemple, la SNCF avait tenté quelque chose de ce type-là, qui permettrait de, alors je ne sais pas si ça marche, via des capteurs, de détecter des états comportementaux, et tout ça associé avec des caméras qui détectent automatiquement des comportements aussi, permettrait de déceler des comportements suspects. Donc c'est ce que des entreprises ont proposé, c'est ce qu'on appelle l'intelligence ambiante, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Oui, un élément, on va reprendre le micro. Oui, c'était juste pour ajouter un petit élément très récent. Vous demandiez si effectivement la police américaine utilisait des drones. Ça remonte à il y a moins d'une semaine. La police américaine a effectué des tests et commence petit à petit à utiliser des drones équipés de tasers, par exemple. Donc c'est quelque chose de... intervention sur site, c'est le drone qui arrive, bim, taser. Exactement, parce que vous imaginez bien qu'avec le second amendement, le port d'armes, etc., il y a beaucoup de situations dans lesquelles des forcenés se retranchent. Et voilà, par rapport aux forces en présence, il y a un plus fort pourcentage d'officiers de police qui sont blessés, voire tués dans ces cas de figure, parce que c'est très périlleux. Et donc, ils ont un vrai intérêt à utiliser le drone comme outil se substituant à l'individu pour ne pas prendre de risques et venir interpeller un individu ou le neutraliser via l'utilisation de tasers pour donc lui administrer une charge électrique. C'est ce que vous évoquiez, Bilal, avec ce robot. C'est le robot qui est intervenu, en fait. Mais le problème, ça va être, à mon avis, la question du droit. C'est le droit des robots. Dans quelle mesure ces machines passent à l'acte et dans quelle mesure la responsabilité revient à la personne qui appuie sur un bouton ou sur la machine. Alors, je pense qu'avant que ce soit utilisé au quotidien, il va y avoir un travail de jurisprudence et au niveau des cours suprêmes américaines qui va être assez important, et ça va être intéressant sur le plan juridique de voir comment ça va s'intégrer, peut-être ou peut-être pas, si ça respecte ou pas des principes constitutionnels américains. Guillaume, juste une réaction. On parle pas mal du drone. Est-ce qu'on peut hacker un drone aujourd'hui ? C'est un challenge qui peut être intéressant pour des hackers. On peut tout hacker en fait. On peut tout hacker, d'accord. Bon, si on part de ce principe. C'est le principe c'est le principe de base. Oui. Après, c'est un micro-logiciel à l'intérieur. C'est un support. Ce sont les ondes. Enfin voilà. Après, typiquement, on peut tout faire. Après, tout dépend comment ça a été conçu, les protocoles. Enfin, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a bien longtemps que ça a été fait. Comment dire, ça évolue. De toute façon, les fournisseurs de drones commencent vraiment à se sécuriser pour contrer notamment des systèmes comme Cerber aussi. Mais du coup, il y a vraiment une démarche de sécurité aussi, que ça soit dans le protocole, dans le micro-logiciel, etc. Donc oui, on les a vus. On est capable de... Tant qu'il y a du code, on est capable de tout. On va peut-être voir, je regarde Luc, est-ce qu'on pourrait avoir par exemple le nuage de mots qui est sorti, pas des urnes, mais de vos votes, de vos participations. On vous demandait tout à l'heure cette question toute simple, quels sont pour vous les risques les plus importants de demain? On en a évoqué quelques-uns, donc le hacking bien sûr, en sachant que... alors ça c'est intéressant, on va le commenter en direct tous ensemble. En premier, donc, c'est le piratage. Non, ça, c'était l'ordre des questions, l'ordre l'ordre des solutions. Et on va voir dans quelques instants, puisqu'on va mettre fin au vote, et puis on en fera un deuxième juste après pour clore cette table ronde.
En attendant les résultats du vote, Guillaume, je me tourne vers vous. En termes de vous, bon, vous êtes sur le service à la personne. Quels sont les métiers de demain par rapport à la sécurité ? On va élargir. Là, on a été un peu sur la cyber, les drones. Vous, en tant que sécurité et sûreté, comment vous le ressentez ? Vers quoi on va aller au niveau des personnes ? En fait, l'intervention de Guillaume m'intéressait fortement, puisque actuellement, on parle beaucoup d'objets connectés, Oui, notamment les objets connectés de santé. Bien sûr. Les patients sont de plus en plus connectés. On leur met à disposition des dispositifs médicaux qui sont eux maintenant connectés. Donc, on commence à collecter des données des patients à distance. Voilà. Le futur, ça pourra être le réglage des machines à distance. Voilà. Donc, il va falloir aussi se pencher sur ces dispositifs médicaux, que les fabricants se penchent dessus pour qu'ils sécurisent justement l'accès extérieur et la prise de commande à distance. On a la prise de commande par des médecins, possible, hein, mais également, on pourrait avoir des intrusions extérieures, voire une sorte de prise en otage, en fait. Hein. Bien sûr, ça se fait pas mal, ça, maintenant, les demandes de rançon, finalement. Les demandes de rançon par la prise en main à distance de dispositifs médicaux. Voilà. D'accord. Et vous pensez que ça peut être un secteur qui se développe justement pour l'assistance à personne à la maison? Ils auront beaucoup d'objets connectés, eux, a priori. Enfin, ils en auront quelques-uns. De plus en plus. De plus en plus. En fait, donc, par rapport à notre métier, c'est un métier qui est encore assez récent. On a une trentaine d'années. On a environ 30 ans d'expérience, un peu plus maintenant. Oui. L'évolution se fait vers la technologie. On est de plus en plus technologie dépendant, hein, IT dépendant. On se renouvelle sans cesse, on évolue sans cesse vers la connectivité des patients, l'accès aux patients de leurs données. Hein. Avant, on mettait à disposition les données de santé spécifiquement de façon sécurisée aux prescripteurs. Maintenant, c'est la mise à disposition aux patients de leurs propres données. Hein. Et dans le futur, ça va être le pilotage à distance de ces données. Voilà. La gestion et la sécurisation de ces transmissions de données, finalement, entre un patient qui est chez lui et les autorités médicales, en fait. Pour la prison, suivez les drones noirs, la centrale nucléaire, les drones bleus. D'accord. Excellent. Donc ça, c'est notre dessinateur qui intervient régulièrement sur les tables rondes avec malice et pertinence. On en est où pour les résultats? Ça vient, on n'a pas encore tout à fait. Ok, donc on va ouvrir un peu le débat maintenant. Est-ce que... on a vu les drones, on a vu la police prédictive, toute cette intelligence artificielle. Pour les acteurs de la sécurité, comment on peut... si on avait une vision un peu globale de la sécurité, une vision 360, j'imagine que pour les projets aussi lourds que l'ITER, vous avez une vision, c'est ce qu'on a évoqué hier en table ronde avec des personnes du ministère, de plus en plus, toutes ces thématiques-là pour la sécurité vont être coordonnées, imbriquées les unes dans les autres, c'est-à-dire que les services informatiques, la sécurité informatique, se rallier à tout ce qui va être sécurisation, comme vous l'évoquez là. Tiens, j'ai 2 drones qui surveillent en permanence mon espace, qui vont récolter de la data aussi peut-être. Donc on va les collecter, on va pouvoir voir le nombre de visiteurs, etc., de voir les sensibilités. On aura aussi des hackers qui vont peut-être essayer de venir hacker le système informatique. Il y aura une vision très globale. Vous sentez que votre métier, par exemple, vous qui êtes en charge de la sécurité, même vous chez Quant, vous sentez que ça va vers une vision très globale de la sécurité où on implique en même temps les hommes et puis la technologie? De toute façon, la première vulnérabilité, c'est l'humain, déjà. Oui. C'est la cible la plus facile. Mais voilà, le rôle du directeur de la sécurité, enfin du RSSI, il est de prendre tous ces outils en fait qu'il a à sa disposition et de les imbriquer de façon intelligente pour justement que ça soit efficace. Parce que
Donc ça va de la technique, mais ça va à la formation à vos développeurs, ça va à la formation à vos commerciaux quand ils se déplacent, ça va à la formation à la secrétaire en termes de... On a vu les arnaques au président. Typiquement, ça c'est du social engineering, on appelle ça comme ça. Et du coup, il faut vraiment avoir une approche, le responsable, enfin moi c'est comme ça que je le vois, il faut vraiment avoir une approche opérationnelle et il ne faut pas que ça soit une contrainte. Dès que l'instant que ça devient vraiment une contrainte, en fait, il faut comprendre que les gens vont être réticents pour l'adopter. Et du coup, l'efficacité, au lieu d'avoir du 200%, on sera sur une efficacité à 50%. Après, c'est une question de gestion de risque. On en revient toujours à ça. Et voilà, enfin, clairement, oui, il y a plein de choses qui vont s'imbriquer. Les montres connectées, de la donnée. On véhicule de la donnée partout maintenant. Donc, du coup, que ça soit personnel ou que ça soit de l'entreprise. Donc, c'est ça qui a vraiment de la valeur. Il faut identifier qu'est-ce qui a de la valeur dans l'entreprise pour voir la vision, comment déployer en fait sa sécurité, quoi. On évoquait alors votre regard là-dessus, sur cette vision 360 de la sécurité. Moi, je pense que ne pas faire de l'intégration serait dangereux. Ça permet, ça nous obligerait à nous priver d'une partie de l'image. Alors, une partie de l'image, les signaux forts, on les voit tous. Hein, Parlez bien dans le micro. Les signaux forts, on les voit tous. Ce qui est le plus intéressant dans nos domaines, c'est l'analyse des signaux faibles. Et je pense que l'intégration de tous les acteurs, alors les acteurs spécialisés que nous sommes, mais aussi l'utilisateur lambda, puisqu'en fait, comme vous le disiez, c'est souvent le maillon faible, l'humain. Mais l'humain, il faut aussi l'habituer, l'acclimater, le former à cette notion de risque, de détection et de réactivité qui soit la bonne au moment où on en aura besoin. Et c'est vrai que avoir une image totale, c'est une image qui est fournie par tous les acteurs avec des perspectives et des champs qui sont différents. Et pour moi, un des métiers d'avenir, c'est une intégration. Vous le voyez tout à l'heure dans vos recherches aussi. Hein. Les petits carrés, c'est très réducteur aujourd'hui dans l'analyse que vous en avez faite. Mais c'est quand même quelque chose demain qui permettra, si c'est bien fait et si on en connaît les limites, parce qu'aujourd'hui, le risque de ce système-là, c'est de les utiliser en n'en connaissant peut-être pas les limites. Si demain on en connaît les limites, ça deviendra une force aussi pour nous aider à la gestion, je pense, d'une maîtrise un petit peu meilleure de nos risques. Enfin, c'est une vision très personnelle, mais c'est un petit peu l'utilisation de l'outil, il n'a de valeur que si on en connaît ses avantages et ses limites. Tout à fait. Est-ce qu'on parle du brouillage des ondes ? Tout d'un coup, je me disais que quand on parle de sécurité, on peut imaginer qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs ont un smartphone sur eux qui peuvent faire de l'espionnage industriel, prendre des photos, enregistrer, filmer, n'importe quand sur leur lieu de travail. Et donc, il y a des gens, pas forcément, je sais que c'est dans les banques, c'est ça. J'ai travaillé récemment dans une grande banque, dans le bâtiment, il n'y a rien qui passe. Il y a même des lieux sur lesquels on brouille les ondes. C'est quelque chose qui se fait dans vos métiers. Il y a des sites qui sont sécurisés comme ça. Vous avez des expériences là-dessus ? Oui, j'en ai plein. D'accord. Mais oui, après, clairement, là, avec la mobilité, on est vraiment des cibles au quotidien. Donc, l'espionnage industriel, ça n'existe pas que dans les films. La NSSI, justement, l'Agence nationale de la sécurité, fait très bien son travail parce qu'il y a plein de livrets qui sont fournis aux entreprises pour justement garder un petit peu de souveraineté chez nous en sécurisant nos entreprises. Et des sites qui sont sécurisés pour faire notamment de la gestion de crise. Très spécifique avec des téléphones qui sont connectés avec une cage de Faraday, des systèmes vraiment déconnectés en termes de un ordinateur pour Internet, un ordinateur pour prendre des décisions, des choses comme ça. Tout ça, oui, ça existe. Après, ça dépend, c'est pas l'entreprise lambda qui va avoir ce genre de dispositif, mais ça coûte très cher en plus. Mais ça existe, notamment, j'ai travaillé dans le nucléaire sur de la gestion de crise en fait, et j'en ai vu plusieurs des salles comme ça. Vous aviez des salles qui étaient où il n'y avait pas d'ondes et pas de connexion extérieure. Exactement, même avec un petit salon en fait à côté pour prendre des décisions. C'est-à-dire pour s'isoler, donc oui, ça existe.
Bon, encore un métier d'avenir. Est-ce qu'on a le résultat de tout à l'heure, ce qui s'est passé? On va l'afficher peut-être. Luc me dit oui, on va l'afficher. Alors, on voit les résultats, on va pouvoir les commenter en live pour terminer cette table ronde. Alors, le risque, dans les risques, le plus important, ça serait peut-être sur les objets connectés, le piratage des données sur les objets connectés. On en est où? Est-ce que c'est vous le voyez, on peut peut-être donner chacun votre avis sur les objets connectés. Comment vous le voyez, ce nouveau secteur qui est en plein boom? Est-ce qu'on va arriver à sécuriser les données? Bilal, peut-être votre regard là-dessus? Est-ce qu'on va arriver à sécuriser les données Sur les objets connectés, on sait que ce marché-là est en plein développement. Beaucoup d'acteurs nous font rêver. Pour la sécurité, on peut imaginer que vous allez avoir de plus en plus d'objets connectés dans les entreprises. Est-ce qu'on va arriver à sécuriser les données à partir du moment où c'est tout en Wi-Fi, un peu quand même connecté à 2-3 serveurs? Je ne suis pas spécialiste de ça, donc je ne pourrais pas m'avancer, mais je suis persuadé qu'il va y avoir des entreprises pour se positionner pour sécuriser les données des objets connectés. Mais je n'ai pas de point de vue là-dessus. D'accord. Vous, Guillaume, vous pensez que... Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, il faut voir que c'est un nouveau réseau, mais au final, on en revient dans les années 2000. Donc, ce qu'on a appliqué en fait sur nos systèmes industriels, sur nos systèmes informatiques, on va être obligé de le réappliquer sur les objets connectés. Et il y a des sociétés, notamment françaises, qui s'appellent Digital Security, qui est notamment spécialisé dans tout ce qui est sécurité des objets connectés. Il faut savoir que c'est quand même assez dangereux parce que vous avez une notion de coût derrière, parce qu'il faut que les objets soient, soient achetés en masse en fait. Et du coup, derrière, la sécurité, c'est toujours le dernier maillon. Hein. Effectivement, des objets qui sont achetés en masse. Et quand on regarde ce qui se fait dans les objets connectés, moi j'aime bien, il y a une expression anglaise qui rassemble tous ces objets connectés, qui parle de l'IoT, l'Internet of Things. Et on le retrouve absolument partout. C'est bien sûr les smartphones, mais ça va beaucoup plus loin. On a parlé des caméras, maintenant on parle de maisons intelligentes qui auront tout un tas d'appareils électriques qui seront reliés à un réseau, etc. À la question, est-ce qu'on va pouvoir tout sécuriser? Ça paraît être un chantier démentiel. Oui. Donc, ça fait quelque part un petit peu peur. Et quand bien même on arrivera à terme à le sécuriser, on aura toujours des gens très talentueux comme Guillaume pour trouver de nouvelles failles. Donc, je pense que c'est un travail quotidien et le chantier devant nous est absolument immense. Et on aura peut-être un autre rapport aux objets. Ça sera à nous d'évaluer le taux de sécurité de l'objet, de se dire, lui, il est super fiable, ou celui-là, tiens, il faut que je m'en méfie un peu, je ne sais pas trop comment il est placé. On parlait donc avec vous évoquiez tout à l'heure les objets connectés pour les seniors, pour les gens que vous accompagnez. Comment vous l'appréhendez, vous, ça dans le futur? Vous pensez que ça va être fiable comme système, ou il y aura une sélection très dure des objets connectés que vous allez utiliser, par exemple? Ça passe d'abord par la sélection, mais ça va passer aussi par des règles de fonctionnement. On est tenu à une règle de fonctionnement sur la transmission de données de santé. Et ça passe par une contrainte en termes de communication, en termes de stockage de données. Oui. Ça passe déjà par nous, en fait. C'est une sorte d'hygiène de vie. Voilà. Et après, il faut aussi que les fabricants y mettent les moyens. Enfin, je pense que c'est aussi une notion de moyens à mettre en termes de sécurisation. Oui, et puis je pense que dès le départ, il faut que les constructeurs soient impliqués dans cette notion de sécurité et qu'il y ait des choses propriétaires, des systèmes à l'intérieur qui ne puissent pas se hacker facilement. Un dernier mot sur vous, sur les objets, pas forcément les objets connectés, mais sur la sécurité en général sur des gros chantiers comme ça à long terme. Par exemple, sur comment vous évoquiez tout à l'heure les 7 pays, les 7 partenaires différents. En termes de sécurité, vous avez des chartes de bonne conduite sur la sécurité qui relient les 7 pays, comme on aurait oui, bien la sûr, propriété industrielle. Bien sûr, on a des chartes de bonne pratique. Et après, effectivement, le challenge sur des projets comme ça, c'est avoir un champ sémantique commun. Ne serait-ce qu'en France, quand vous demandez une définition de la sécurité, on le voit, hein, on a une pluralité de vision de la sécurité sur
sur cette intervention, mais quand vous y associez d'autres partenaires, effectivement, la notion de sécurité, elle est quand même assez vaste. Donc nous, notamment sur les domaines de protection de l'information, effectivement, on a créé un référentiel qui nous est propre pour qu'on prenne en compte les problématiques de l'ensemble des pays, effectivement. Bien, une charte. Je vous propose de terminer par un dernier vote, cette table ronde. Quelles sont les compétences pour les nouveaux métiers, puisqu'on a évoqué des perspectives d'avenir. Très rapidement, vous faites ce numéro donc, qui est affiché 06 06 88 44 00. On se fait un petit vote comme ça, public, pendant 3-4 minutes. Quelle est la compétence qui vous semble la plus favorable pour avoir un métier demain, une des compétences qui sera le plus reconnue et la plus valorisée sur le marché? Est-ce que ça sera, comme Guillaume, d'être un super expert geek, un expert des systèmes informatiques? Est-ce que, comme pour le drone, ça sera, eh bien, je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme compétence? Un pilote de drone, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a comme compétence métier particulière? Une fois de plus, de quoi on parle? Pour quelle application en tant que pilote de drone? C'est-à-dire qu'on peut faire effectivement beaucoup de choses. Quelqu'un qui va être pilote de drone à des fins commerciales dans le milieu de l'industrie, par exemple, je pense qu'effectivement, il doit bien comprendre les enjeux auxquels font face ces industries, quels sont leurs challenges et les moyens de leur faire gagner de l'argent, du temps et toutes ces choses-là. Si je ramène ça à ma propre industrie, une compétence clé que je vois, c'est indubitablement la capacité à s'adapter. Quand on a un marché sous-jacent comme celui du drone qui va à une vitesse incommensurable qu'on connaît, il faut être capable d'adapter son système pour qu'il ne devienne pas obsolète très rapidement. Il y a quelques années, le drone, c'était simplement un quadricoptère. Aujourd'hui, on a des hexacoptères, des octocoptères, des ailes volantes, demain des drones insectes. Si le système qu'on propose n'est pas vivant et ne suit pas l'évolution du marché, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne servent plus à rien. Donc c'est important de pouvoir suivre la technologie et ne pas se laisser dépasser. Donc l'agilité. Bilal, une compétence pour les prochains métiers de demain. Vous, en tant que sociologue, en plus, ça peut être intéressant. Dans un contexte de technologisation accrue, en tout cas dans le monde de la sécurité, à mon avis, une des compétences importantes va être de faire ce qu'on appelle en anglais du technology assessment. C'est de l'évolution de l'impact social des technologies. Il y a des startups qui font ça aux États-Unis. On prend un objet technique et on regarde ce qu'il signifie sur le plan social et politique et ses impacts. On l'évalue pas seulement sur le plan de son efficacité, mais sur d'autres critères sociaux. Et je pense que le rétro-engineering des objets techniques va être une des compétences fortes. D'accord, l'analyse en fait des conséquences, tiens, cet objet-là, pas seulement sa performance métier ou produit, mais son impact sur l'environnement. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça fait d'introduire, par exemple, des algorithmes dans une action? Et qu'est-ce que ça implique sur le plan du sens que ça a à l'action de sécurité? Parce que l'histoire des politiques de sécurité, c'est une histoire qui ne cesse de changer. La sécurité des assureurs de la société industrielle n'avait rien à voir. La manière de calculer les risques il y a 50 ans n'a rien à voir avec la manière de penser les risques aujourd'hui. Tout ça transforme le sens de la solidarité, etc. Donc tout ça, si on ne l'intègre pas dans les technologies qui ne sont jamais neutres, eh ben, on risque de perdre prise sur le sens politique de ce que l'on fait. Et je pense que ça va être une des compétences des ingénieurs, que d'être capable toujours plus de mettre en politique, de rendre les objets techniques des choses publiques et discutables. Je pense que ça va être important, mais je sais que c'est assez peu entendu, étant donné les enjeux économiques qu'il y a derrière tout ça. Ce sera la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est le petit plus qui permettra à la personne d'arriver. Tiens, j'ai des compétences en sociologie, puis en analyse, comme ça, de l'impact des technologies. Je me tourne vers Luc. Est-ce qu'on a déjà quelques réponses? Est-ce qu'on peut faire un petit nuage de mots? Oui, dans 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous avez envie de profiter de nos participants qui nous ont éclairés sur des thématiques quand même très, très fortes et actuelles et bien réelles? C'était 3 univers intéressants. Vous avez une question? On a Thomas là-bas qui a un micro. Si question, non. Alors moi je vais en poser une. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question qu'on n'a pas évoquée? Les micros, alors ça vient encore. On s'aperçoit quand même beaucoup. La plupart des technologies viennent du militaire. Vous évoquiez les drones insectes.
les drones insectes. Alors ça, c'est un tout petit drone qui va venir, qui va pouvoir écouter ce que vous dites, par exemple, c'est ça le principe? Et exactement, une fois de plus, ça va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire que la technologie vient d'abord du militaire avant d'être appliquée au civil. Les drones insectes, on les voit arriver à échéance quelques années. Ils sont déjà en place dans le militaire, même si c'est réservé à quelques forces spéciales, notamment déployées au Moyen-Orient. Les Américains, par exemple, utilisent un petit drone, un petit drone qui s'appelle PD-100. Et c'est pas plus grand que, comment vous dire, je sais pas, c'est 5-6 cm, c'est extrêmement agile, ça peut être déployé n'importe où et ça va permettre de faire de la reconnaissance, écouter du bruit avec beaucoup de précision, voir quelles que soient les conditions, avec du thermique, avec de l'infrarouge, avec toutes ces choses-là. Et on pense qu'effectivement, ce sera les outils qu'on utilisera demain pour faire de l'espionnage industriel en écoutant de façon extrêmement discrète. Bref, il y a beaucoup de potentiel là-dessus et c'est un vrai challenge, une fois de plus, qui est lancé à la sécurité. Bon, heureusement, vous êtes là et d'ici quelques années, vous aurez eu le temps d'évoluer. Lucas, on dit quelques mots là. Je voulais tout à l'heure ouvrir là-dessus. Comment vous avez monté votre boîte? Là, on a Bilal, vous êtes vous en fait freelance indépendant en fait en termes de statut, oui. Voilà, comment? Oui. Je suis maître de conférence, ça veut dire Maître que de je suis conférence, c'est ça. enseignant-chercheur Donc, à l'université. voilà, donc vous êtes comme ça à votre compte, on peut dire Je suis financé par l'argent du contribuable pour Très produire bien. de l'intelligence. Bon, bah, c'est bien, vous êtes maître Social. conférencier. Parce que Guillaume, vous êtes vous avez monté votre start-up et puis vous êtes dans un grand groupe aussi. Oui, Les deux. alors l'histoire d'ISUAC date d'il y a longtemps, mais la start-up, voilà, enfin moi c'est une passion, hein, tout à fait. l'environnement, donc c'est vrai que concrétiser quelque chose et puis aider les entreprises en mettant en relation justement un monde qui est mal perçu, qui est le monde des hackers, etc. Alors qu'au final, il y a des gens très éthiques. Et l'interconnecter avec une relation un peu plus forte avec le monde des entreprises, c'était vraiment... Enfin, je suis très content. Tout le monde est content, donc c'est le principal pour nous. Enfin, le pari est réussi. Maintenant, il faut qu'on concrétise. Une start-up, c'est bien, mais le mieux, c'est d'être un grand groupe. Exactement, faut persévérer et durer dans le temps. On vous retrouve sur yeswehack.com. Lucas, quelques mots sur vous, ce que vous aviez fait. Alors, on va découvrir, on terminera, on bouclera là-dessus. On découvre ça, profiler, pédagogue, décodeur, algorithmique, pilote, agilité, sociologie, codeur, créativité, hacker, préventeur. Bon, pas mal, donc beaucoup de prévention, l'agilité qu'on retrouve, que vous aviez évoqué. Décoder, pédagogue. Pédagogue, on n'a pas beaucoup, mais si, ça rejoint un peu la sociologie, d'apprendre et de pouvoir transmettre et d'apprendre de la réalité. Profiler. Bon, c'est intéressant. Merci pour votre participation. Et Lucas, quelques mots juste pour terminer, pour donner un peu le sens de l'audace et l'envie de l'audace. Votre entreprise, donc, elle est née... il y a un an. Elle a été créée, c'est ça, il y a un petit peu plus d'un an, en juillet 2015. Moi, je suis un des cofondateurs de la société et je l'ai créée en collaboration avec une autre entreprise qui s'appelle TechnoFounders, qui est ce qu'on appelle un startup club. Certains assimilent ça à un incubateur, ça va un petit peu plus loin. C'est une entreprise qui rassemble des ingénieurs français qui ont des profils un petit peu plus seniors que le mien et dont l'activité est de s'entourer d'une équipe d'équipes au pluriel sur différents projets et d'amorcer une société, une aventure autour d'une technologie française exclusivement et de la lancer avec ambition. Voilà, et on vous retrouve sur le stand Hub à côté, tout comme Bounty Factory. Alors Guillaume, vous êtes également ici en démonstration et on peut suivre ça.